nomination, 13 jours après, et peu de temps, moins d'une semaine après la formation de ce gouvernement, il y avait une autre tentative de coup d'État, le 30 avril. Cela a fait reculer les choses. Nonobstant tout cela, nous nous sommes remis au travail. Nous nous sommes remis au travail dans des conditions absolument difficiles et qui persistent jusqu'à ce jour. D'aucuns disent, nous pensons qu'à travers votre rayonnement, vous auriez pu. Nous avons hérité d'un système qui est absolument impossible à régler en 2 mois. Nous avons un pays, le nord de notre pays, qui sert de base arrière à toutes sortes de trafics. Trafic de drogue, trafic d'armes. Nous avons en background toutes les catégories de terroristes qui ont choisi, qui ont élu de choisir domicile dans le nord de notre pays. Il y a les gens de l'AQMI, il y a les gens de Boko Haram, il y a le Moujao et d'autres qu'on ignore à présent. Cela est venu se mélanger avec, n'est-ce pas, 2 mouvements. Mouvements qui ont été initiés et conduits par nos propres compatriotes égarés. Il s'agit du MNLA d'un côté, qui lui veut purement et simplement créer un État à l'intérieur de notre État, qu'ils appellent l'Azawad, et qui, pour ce faire, n'a pas hésité à mener une guerre implacable contre ses propres citoyens, et au-delà de cela, poser des actes qui pourraient être considérés à la limite comme des crimes de guerre. Nous avons de l'autre côté un autre groupe de nos compatriotes, eux s'appellent Ansardine, qui eux ne veulent ni plus ni moins que d'islamiser le pays et mettre la charia à travers toute la République. Le Mali est un pays et un seul, avec un peuple, un but et une foi. Le Mali de vos 1 240 000 km², pas un seul centimètre carré ne sera concédé à qui que ce soit. Et la grande majorité, je suis sûr, la totalité, je n'ai pas parlé à la totalité, serait prêt à aller au front si besoin est, pour que cela ne puisse pas, n'est-ce pas, se faire. Au-delà de cela, il n'est pas question que le Mali, qui est un pays exemplaire en tout point depuis son indépendance, puisse redevenir moins qu'un pays laïque où chaque citoyen a toute liberté de pratiquer sa foi, quelle qu'elle soit, ou de ne pas en avoir si le citoyen choisit de faire de tel. Donc ça, ce sont des principes qui nous sont chers et ce sont des principes sur lesquels nous n'allons pas faire de compromis. Maintenant, je veux vous dépeindre un peu la situation qui prévaut. Tous ces événements qui sont arrivés au mois de mars sont arrivés juste avant le début d'une période que nous appelons la période de soudure. Vous savez tous que l'hivernage l'an dernier n'a pas été conclusif. Et donc, il y a une pénurie que nous attendions. Et cette période commençait. Deuxièmement, à cause de cet état de fait, quand les pluies ont commencé à tomber peut-être 2 ou 3 semaines après, mon gouvernement s'est rendu compte que les intrants pour désamorcer la bombe de l'insécurité alimentaire pour l'année prochaine, ces intrants n'étaient pas mis en place. Et qui plus est, lorsque nous avons voulu le faire, nous avons découvert que tout ce qui avait été fait pour mettre en place les intrants les 2 années qui avaient passé avant, n'est-ce pas, n'avait pas été épongé en termes de dette de l'État. Et les producteurs demandaient à être remboursés pour la campagne 2010-2011 et 2011-2012.
Et nous sommes en train de faire la campagne 2012-2013. Mon gouvernement, immédiatement, sous mes instructions, a épongé toutes les dettes découlant de ces subventions des années auparavant et a mis en place les subventions pour cette année, pour que nous puissions au moins cultiver nos champs. Nous nous trouvions dans une situation où le pays avait investi beaucoup d'argent dans les armements. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passait? On a montré aux yeux du monde une armée malienne qui s'enfuyait dès qu'on tirait 2 coups. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Parce que ces armements qu'ils avaient à leur disposition, et on vient d'en faire même le test il n'y a même pas une semaine, sur 100, comment dirais-je, les boulettes, comment on appelle ça? Roquettes. Non, non, 100 obus de canon, quand on tirait, il n'y avait que 5 qui répondaient. C'était des choses qui étaient erronées et datées des fois et obsolètes, qui ne marchaient pas. Comment voulez-vous faire face à un ennemi quand vous avez des armes qui ne fonctionnent pas ou quand vous avez, n'est-ce pas, des munitions qui sont erronées et obsolètes? Je ne dis pas ça pour essayer de condamner quelqu'un. C'est pas ça. Mais c'est-à-dire, c'est pour que vous puissiez regagner confiance en vous-même. Nous ne sommes pas un peuple qui fuit. C'est pas un autre gens. C'est pour ça que j'ai essayé de comprendre tout cela. C'est pour ça que j'ai essayé de comprendre tout cela. Nous avons en face des ennemis qui sont financés, mais de façon extraordinaire, avec des armes les plus sophistiquées en face, et qui sont doublés de terroristes aguerris par les guerres à travers le monde, et de toute façon qui ne cherchent qu'à mourir pour pouvoir aller au paradis. Voilà ce que nous avons en face. Et au-delà de cela, pire que tout ça, lorsqu'il y a eu le coup d'État, toutes les coopérations, le Mali est un pays qui, d'habitude, avec son budget, ne peut même pas survivre. Non, mais madame, vous allez avoir l'occasion de donner votre avis. Voilà. Non, non, écoutez. Hello. Messieurs. Hello. S'il vous plaît. Moi, je m'en vais. Allez, Sabali, à la cama. Allez, Sabali. À la cama. Ayake, à la cama, à la Sabali. Ayake, à la cama. Ça va faire comme je profite de cette occasion pour vous dire pourquoi nous n'allons pas gagner vite si nous ne mettons pas nos actes ensemble. Très bien. On ne peut pas mettre des Maliens ensemble dans une salle sans qu'ils ne commencent à se battre. Nous avons suffisamment d'ennemis. C'est dommage. Et oui, franchement, c'est un manque de l'espace. Ah ben ouais, ils disent ce qu'ils veulent, chacun son tour. Le pire que nous avons en face, c'est nous-mêmes. est que le Mali qui a un budget d'habitude qui n'est même pas suffisant pour prendre en charge ses besoins récurrents, une fois le 22 mars consommé, ce pays s'est trouvé tout seul, avec toute la coopération internationale suspendue. Aucun pays ne voulait coopérer avec le Mali tant que l'ordre constitutionnel ne serait pas reconnu. Cet ordre constitutionnel a commencé. Moi-même, j'ai été nommé, je crois, le 17 avril. Une semaine après, nous avions un gouvernement. Et je suis là pour vous dire. Et je ne vais pas vous mentir, je l'ai toujours dit. Moi, je ne vous mens jamais. Même si c'est vilain, je vous le dirai.
Vous comprenez? Vous le direz. Ah, des gardes du corps. Protocole Maroc à la droite. Il y a le garde du corps à droite. Il faut la faire sortir, vraiment. Mais oui, c'est mieux. Un peu de respect, quoi. C'est mieux qu'il ferme après. Parce que Djamat a en plus pour la sécurité de la salle. Il ne nous reste que 20 minutes. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, bien que le Mali soit retourné dans l'ordre constitutionnel, et moi je vais vous dire, et comme je le dis, je ne vous mens pas, depuis ma nomination le 17 avril, et vous pouvez prendre les nouvelles comme témoins. Avant le 17 vers le 15, je crois que nous avions une vingtaine de personnes qui avaient été arrêtées par l'armée. Le lendemain de ma nomination, j'ai donné mes premières instructions de libérer tout le monde sans condition et sans explication. Et cela a été fait avant midi. Vous pouvez le vérifier avec les gens qui sont détenus. Et depuis ce jour à aujourd'hui, je ne dis pas que je peux être au courant de tout, mais tout ce dont je suis informé est en train de fonctionner normalement. Depuis ma nomination à ce jour, personne n'a interféré avec la marche du gouvernement. Je le dis parce que c'est important. Nous avons en notre sein, au sein de la communauté malienne, on est divisé. Et cette division nous amène à faire du tort à nous-mêmes, à notre pays. Nous avons créé ce gouvernement qui est un gouvernement de technocrates, un gouvernement qui est équidistant de tous les partis, un gouvernement qui est impartial. Personne ne peut me montrer un cas depuis la formation de ce gouvernement qui aurait pris parti pour quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Nous travaillons 17 à 20 heures par jour, samedi et dimanche y compris, pour essayer de résoudre une situation qui est intraitable. Intraitable pour la simple raison que à chaque fois que nous voulons travailler, il y a quelqu'un qui va dire à quelqu'un d'autre que ce gouvernement, le Mali, a deux gouvernements parallèles, il y a les militaires, il y a le gouvernement. Ils pensent qu'ils font ça pour faire mal au gouvernement. Un gouvernement qui n'a même pas de couleur politique, un gouvernement de mission. Et lorsque les chancelleries à travers le monde entendent ça, ils disent à tous nos partenaires au développement, ce n'est pas la peine d'aider le Mali pour le moment, parce qu'il n'y a pas un gouvernement civil. C'est nous-mêmes qui sommes en train de nous le faire. Nous sommes en train de distiller cette information dans la communauté. Mais malgré tout ça, nous sommes en train d'avancer avec nos propres moyens. Au jour d'aujourd'hui, la chose qui nous préoccupe le plus, c'est le nord de notre pays. Nous avons ouvert des couloirs humanitaires. Nous avons envoyé de la nourriture. Le dernier convoi était d'à peu près 40 tonnes pour chacun des 15 cercles qui se trouvent dans les 3 régions du Nord. Nous avons envoyé des médicaments là-bas. Des pays frères et amis. Même le samedi, avant que je ne parte du Mali, 2 jours après, le samedi, nous avons reçu une 50aine de tonnes de médicaments, n'est-ce pas, et de couverture de la part de l'Algérie, que nous sommes en train d'envoyer non seulement aux gens dans le pays, dans les parties du Nord, mais aussi les populations du Sud qui ont accueilli les membres de leur famille et qui sont dépassés par les besoins. Nous sommes en train de nous en occuper. Nous sommes en train de demander à nos amis à travers le monde de ne pas amener toute la nourriture au Mali, mais les cargos descendent de la même façon au Burkina, au Niger et à Mauritanie pour ravitailler nos compatriotes. Nous sommes en train de travailler sans arrêt pour trouver des voies et moyens pour réarmer notre armée avec des équipements modernes, des équipements qui fonctionnent.
Nous sommes dans le même temps en train d'inviter la communauté internationale à se lier à nous pour essayer d'aller combattre deux fléaux qui sont des fléaux qui ne sont pas seulement des fléaux pour le Mali, mais pour le monde entier. Il s'agit du grand banditisme, avec trafic de drogue et toutes sortes, trafic d'armes. Il s'agit du terrorisme. Pas plus tard qu'il y a 2 nuits, je crois, aux Nations Unies, une délégation de la CEDEAO, de l'Union africaine et puis avec un représentant du Mali, ont eu l'opportunité de présenter le cas devant le Conseil de sécurité, les 5 membres permanents. Il n'y a pas eu de vote, parce que 2 pays parmi ces 5 ont demandé à ce que la mission soit précisément déterminée, ce qui est très intelligent. Parce qu'une mission qui n'est pas déterminée peut être utilisée pour faire autre chose. Mais nous sommes en train de poursuivre ce chemin. Nous sommes en train de poursuivre le chemin de Semog, parce que les pays du champ, c'est-à-dire l'Algérie, le Mali, le Niger et la Mauritanie, ont mis en place une organisation avec des règles qui disent que tous les autres pays vont se mettre ensemble, tous, pour contribuer à régler un problème qui se produirait dans l'un des autres pays membres. Nous sommes en train de travailler sur ça. Nous sommes en train, en même temps, de nous assurer que l'année scolaire ne sera pas une année vaine, une année blanche, en organisant, comment dirais-je, des examens. Nous avons même accueilli des enfants qui sont venus du Nord et qui sont logés dans le Sud et qui reçoivent des cours de rattrapage. Nous sommes en train de travailler sur ça. Le défaut que nous avons, c'est que moi je juge que dans cette histoire de guerre, il n'est pas bon de communiquer. Parce que lorsque vous communiquez, vous n'avez plus aucun contrôle. Toute communication que vous donnez à l'intention de vos concitoyens vont également dans les oreilles de l'ennemi. Donc il y a certains domaines sur lesquels nous ne pouvons pas communiquer. Mais ne croyez pas une minute que nous sommes assis sur nos mains. Parce que vraiment, le souhait de chacun des membres de mon gouvernement, le souhait de tout le gouvernement, le souhait du président par intérim, il n'y a pas une seule personne dans notre équipe qui veut rester dans sa position un jour plus que nécessaire. Parce que ce jour plus que nécessaire veut dire qu'on aura retardé d'un jour l'accès à la paix à nos concitoyens du Nord. Ce serait vraiment un acte ignoble de penser que quelqu'un va même traîner le pied. Si je pouvais résoudre ce problème-là, dès le lendemain de ma nomination, je l'aurais fait, pour que nous retournions dans l'arène et que tout le monde devienne candidat, pour de façon transparente et démocratique aller au pouvoir. Ce que je suis en train de dire, mes chers compatriotes, nous allons demander au ministre ici présent la communication des postes et des nouvelles technologies de réactiver sans délai notre site du gouvernement et de vous donner nos informations à partir de notre perspective. Parce qu'il y a trop d'agenda sur la scène du Mali. Et c'est un agenda qui a divisé nos populations pendant longtemps. Vous savez, lorsqu'il y a eu le genre de changement aussi brutal que nous l'avons au Mali, ça a divisé notre pays en 3 pôles. Il y avait d'un côté des gens qui pensaient qu'on leur avait fait du tort pendant longtemps, qui ne cherchaient qu'à se venger. Il y a d'un autre côté des gens qui ont fait du tort à d'autres et qui avaient la peur au ventre et qui se disent qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement je ne sois pas, comment dirais-je, assujetti à quelque exaction que ce soit. Et il y avait le 3e groupe, heureusement pour nous, qui s'est dit, nous, on ne s'inquiète ni de l'un ni de l'autre, nous, on s'intéresse au Mali. Exactement. Au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, après tentative, d'un côté, des gens qui sont mécontents et qui veulent se venger, aussi bien que de l'autre, des gens qui ne veulent pas que la transition trouve son orientation pour ne pas les attaquer devant les tribunaux ou je ne sais pas quoi. Tout ça est en train de s'estomper et les gens sont en train de revenir à la raison et de comprendre que toutes ces batailles-là valent la peine d'être vécues seulement si le pays existe.
Parce que si le pays n'existe pas, aucun de nos agendas n'a aucun sens. Et nous sommes dans une situation, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, c'est une situation, vous ne croyez pas si bien dire quand vous dites que l'heure est grave. Notre pays peut tomber dans le chaos et devenir un Afghanistan à tout moment, pendant que ses enfants se battent entre eux ici. Autrefois, on se battait à Bamako entre nous. Qui va être le président après 40 jours? Qui va être ceci? Qui va être cela? C'était à la limite de la décence. Les gens qui aiment leur pays ne devraient pas faire ça. Nous l'avons fait. Cela a été tranché. Le président Diongouna Traoré a été reconduit. Il est président par intérim pendant toute la durée de la transition. Notre Assemblée nationale, je leur ai présenté un projet de loi avant-hier qui va être prolongé son mandat jusqu'à la fin de la transition. Le CNRDRE, nous avons créé un projet de loi qui nous donne un nouveau rôle, un rôle consultatif au sein de l'armée pour faire son travail de militaire. Et cette loi va être votée avant la fin de la session parlementaire. Vous savez, s'il y a eu même l'opportunité de faire toutes ces confusions, c'est à cause de la façon dont l'accord cadre a été écrit. L'accord cadre a été écrit en commençant par le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, la loi d'amnistie, la loi d'indemnisation, la loi de reprogrammation militaire et finalement la définition du rôle du CNRDRE. Si on voulait que ces militaires-là retournent dans les casernes, comme dans l'accord il a été convenu qu'un rôle sera défini pour eux, on aurait dû commencer par ça. Ils seraient retournés dans les casernes depuis longtemps. Moi, je ne suis l'avocat de personne, mais je vous dis la vérité, il n'y a pas un jour, même quand j'ai appelé à un moment donné, j'ai dit au capitaine Sanogo et à ses hommes, j'ai dit, je ne veux plus que vous alliez à la télé parler. Ils ont arrêté d'aller à la télé. Moi, je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais donné d'ordre à ce groupe-là qui a été désobéi. Il faut dire la vérité. Je n'essaie pas d'excuser ce qu'ils ont fait, hein. Je ne le dis pas. J'ai été parmi ceux qui ont condamné l'acte qui a été posé le 21 et le 22. Mais il faut reconnaître ce qui est vrai. Parce que si nous ne le reconnaissons pas, nous allons nous faire le tort à nous-mêmes. Des gens qui ne veulent pas nous aider, peut-être, à redémarrer, peuvent ne pas nous aider. Mais il ne faut pas que ces gens trouvent l'excuse en disant des choses qui ne sont pas réelles. À Bamako, aujourd'hui, il y a un gouvernement et un seul. Un gouvernement et un seul. J'ai même entendu que ces militaires-là allaient à la douane récupérer l'argent tous les matins. Soyons sérieux, soyons sérieux. Hein? Oh, mais non, ils sont allés chercher l'argent une fois, parce que, vous savez pourquoi? Parce que le pays avait commandé 2 avions de chasse, lui Léopold, en Europe de l'Est, et qu'il restait un montant à payer. Ils sont allés à la douane, ils ont demandé de l'argent, ils ont envoyé ce montant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que nous sommes en train de nous frustrer. Il n'y a rien à cacher ici. Tout est transparent. S'il y a des choses malhonnêtes qui se passent, moi je vous le dirai. Et par la responsabilité qui m'a été confiée, je serai obligé de chercher et de fouiller. Qu'est-ce que j'ai à gagner à ne pas le faire? Je ne dois rien aux militaires. Je ne dois rien aux partis politiques. Je ne dois rien à... Je dois quelque chose au Mali. Point à la ligne. Merci. Je ne prends pas parti pour quelqu'un. Ne me forcez pas à être l'avocat de quelqu'un ou contre quelqu'un. Je ne suis ni contre personne en fait. Et ni pour personne sauf pour le Mali. Et les missions qui m'ont été confiées, les deux, s'il plaît à Dieu, je vais en tout cas essayer du mieux que je peux pour les conduire à bon port. Comme je l'ai dit, monsieur, malgré mes meilleurs efforts en diplomatie, malgré mes meilleurs efforts en networking, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à faire démarrer une seule coopération. Parce que certains de nos compatriotes s'amusent encore à répandre autour du monde qu'il n'y a pas un gouvernement civil. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Moi, je vous garantis que ce n'est pas vrai.
Mais, même si nous n'avons pas, n'est-ce pas, d'aide, parce que je suis le premier pendant la campagne ici, je vous l'ai dit, notre pays doit d'abord compter sur ses propres forces. Ça veut dire que même si on... Vive le Mali! Oui, vive. Parce que souvent, justement, cette aide qui crée cette dépendance des fois, nous fait rentrer par des portes qui nous amènent dans des lieux où nous sommes aujourd'hui. Donc, gardons notre indépendance, gardons notre dignité. Ceux qui veulent faire montre de solidarité viendront. S'ils ne viennent pas, nous allons faire les choses de toute façon, à notre rythme, mais nous allons le faire. Nous allons reprendre notre pays, nous allons remettre sur l'intégrité de notre territoire la loi du Mali, l'administration du Mali et la sécurité assurée par les forces de défense et de sécurité du Mali. Et nous allons amener la paix à tous les citoyens et à partir de là, organiser des élections et espérer que le nouveau président va nous amener la prospérité. Voilà le but. Et encore une fois, mes chers compatriotes, je vous demande qu'une chose. Quel que soit le ressentiment que vous avez les uns vis-à-vis des autres pour des raisons politiques ou autres, quel que soit le ressentiment que vous avez vis-à-vis de moi, la plupart d'entre vous ne me connaissez même pas, sauf de nom. Sauf de nom. Mais il n'est pas rare que même des gens, à cause de votre nom, aient des sentiments pour vous ou contre vous. Mais je vous dis à vous tous que ce n'est pas le moment. Le moment aujourd'hui, c'est que nous venions tous ensemble comme un seul homme pour défendre notre patrie. Et si nous faisons seulement moins que ça, l'histoire nous jugera très sévèrement. Parce que cela ne devrait pas être. Ne vous basez pas sur ce que vous entendez sur les ondes de radio, d'ailleurs qui ont commencé. Le jour où j'ai formé le gouvernement, ce même jour, j'ai entendu certains radio dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Il n'y a personne du Nord là-dedans. » Le lendemain, c'était « Ah non, il y a une personne. » Non, mais c'est vrai. Alors que même en lisant les noms des membres du gouvernement, on peut se rendre compte. Pour lui dire qu'il ne faut pas avoir peur. Je sais que ce n'est pas un homme à avoir peur, c'est un diable. Et comme lui, je le suis aussi. Et donc, il est important. Allons à l'essentiel. Il est important de ne pas avoir peur en ces circonstances. Je le félicite aussi pour avoir accepté de prendre en charge le destin de notre pays en une circonstance aussi dramatique. Alors, oui, il y a des questions bien entendu, mais il y a des choses qui sont importantes aussi à dire. Laissez-le parler, s'il vous plaît. J'ai donc simplement deux interrogations que je voudrais... Juste deux petites interrogations. La première, et c'est Pierre Mesmer qui disait, en tout cas, lorsqu'on veut dévaluer une monnaie, on ne prévient pas. De même, lorsqu'on veut déclarer une guerre et la faire, on ne le déclare pas. Quand on va le faire. Cependant, nous sommes quand même inquiets, effectivement, de voir que on se renvoie la balle de la CEDEAO à l'Union africaine, de l'Union africaine à l'ONU, et nous n'avons pas l'impression, nous ne le sentons pas suffisamment, en tout cas qu'il y a effectivement une préparation qui est en train de se mener. Nous souhaiterions qu'après votre action de Ségou, vous nous précisiez effectivement quel est ce qui est entrepris sur le terrain, concrètement. La deuxième question que je souhaiterais poser ce qui est très simple est la suivante. S'il vous plaît. Au fond, nous sommes juste impatients. Nous sommes impatients. Alors, elle est très simple également, cette deuxième question, Monsieur le Premier ministre. Eh bien, nous avons effectivement, il est question dans l'accord cadre de parties prenantes. Et je souhaiterais, en tout état de cause, savoir pourquoi vous ne prenez pas la tête de ce mouvement qui est en train de naître, qui essaie de rassembler tous les Maliens entre COPAM, entre FDR et autres structures
Et pourquoi vous n'en prenez-vous pas la tête? Parce que à vous que cette opération revient, parce qu'une fois que tout le monde est allié après vous, alors le combat est possible. Voilà, je vous remercie les réponses que vous apporterez. Diane, les femmes. S'il vous plaît. Donc, le nord de notre pays est aujourd'hui assujetti. Il faut aussi l'admettre, la CEDEAO, je pense que c'est quelque chose qui est complètement défaillant. Ma question à moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en place pour la sécurité déjà de ce qui reste du territoire? Comment faire pour sécuriser déjà aux frontières du Nord avant de reconquérir le Nord? Donc ma question c'est vraiment qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'il y a des commissions qui travaillent sur le reste du Mali, sur la frontière du Nord, sur les régions? Voilà. Merci. Oui, si on fait des déclarations, j'ai ma question, je la pose. Qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Qu'est-ce que vous avez pris comme décision à l'agressivité du président de la République par intérim? Avez-vous arrêté les agresseurs? Avez-vous déçu les associations qui sont à la base? Est-ce que les partis politiques qui sont à la base ont été déçus? Ma deuxième question. Dans la réunion de la réconciliation avec les rebelles, le chef rebelle disait: nous sommes très contents de rencontrer les partis maliens pour la réconciliation, ce que le général avait refusé. Ça veut dire quoi? C'est bien. Les jeunes, cette fois. Les jeunes. C'était l'essentiel. Agression présidentielle. Les jeunes, c'est où? Allez-y. Excellence. Allez-y, vas-y. C'est pas lui qui gère les c'est moi qui les gère. Allez-y. Allez-y, allez-y. On n'entend rien, on n'entend rien. Si vous taisez, vous allez entendre. Merci beaucoup. Il va répondre, Rémi va répondre. C'est moi qui réponds. Allez-y. Il est le dernier. Attendez que je réponde à ces questions. Ok, la première question concerne le gouvernement, la formation du gouvernement. J'ai eu à rencontrer des leaders de l'Assemblée nationale dans mon bureau. J'ai eu à rencontrer la société civile dans mon bureau, les représentants de la société civile au Mali. J'ai eu à rencontrer les représentants des religieux, comment ça s'appelle, les musulmans, les catholiques et les protestants, les autorités religieuses. J'ai expliqué ceci à tous les trois. Vous savez, quand on confie une mission à quelqu'un, aujourd'hui, s'il y a un problème aujourd'hui avec la marche du gouvernement, ce n'est pas vous qu'on va venir voir, c'est pas vous, c'est moi qu'on vient voir. Donc la moindre des choses, quand on me confie une mission, c'est de me laisser le soin de mettre ensemble l'équipe avec laquelle je vais travailler. Merci.
Parce que moi, je ne suis pas habitué à cette notion tordue de ce qu'on appelle le consensus, où tout le monde décide de quelque chose pour qu'en fait, personne ne soit responsable de la chose. Je leur ai dit, ce que moi je préfère qu'on fasse, qu'on me laisse mettre en place mon gouvernement, j'en assume la full responsabilité, la responsabilité pleine. En contrepartie, que nous créions ce que j'appellerais un cadre élargi de concertation, avec 30 personnes, dont 15 viendraient, n'est-ce pas, des partis politiques, 10 desquels seraient des partis politiques représentés à l'Assemblée, et 5 les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée. Les 15 autres représenteraient les religieux, la société civile, les militaires, les hommes d'affaires, pour qu'ensemble, ces 15-là soient vraiment les anges gardiens à qui nous rendons compte de façon mensuelle de notre progrès le long de la feuille de route qui va être adoptée. Voilà ce que je leur ai dit, et c'est exactement ce que je vais faire. Mais convenez avec moi que même le bon Dieu a pris plus de 5 jours pour construire le monde. Je ne peux pas faire tout en même temps. Je ne peux pas faire tout. Je viens de parler au président de la République pour lui dire mon intention justement la semaine prochaine de commencer les démarches pour mettre en place ce cadre, comment dirais-je, de concertation. Un cadre élargi de concertation. C'est là où les politiciens devraient être. C'est là où ils devraient nous accompagner avec leurs conseils. C'est là où ils devraient nous guider lorsque nous sommes en train de dérailler. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le principe qu'on confie une mission à quelqu'un et en même temps qu'on lui dise avec qui il doit faire la mission et en même temps qu'on lui dise comment il doit la faire. Après, comment vous allez juger la personne? Vous serez tous responsables de la catastrophe? Soyons logiques. Soyons logiques. Vous comprenez? Le plus important pour moi, encore une fois, c'est que ce gouvernement représente tous les segments de la nation. Tous. Il n'y a pas un segment à part un seul. À part un seul. Et j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Ça, c'est la communauté des handicapés qui n'est pas représentée là-dedans. Sinon, tous les segments de la communauté de notre nation sont représentés là-dedans. La seule chose, c'est que c'est moi qui les ai choisis. C'est tout. Et moi, je pense que ce que je vous dis, vous pouvez être d'accord avec ou pas, mais c'est quelque chose qui a une logique derrière. Quand on confie une responsabilité à quelqu'un, il faut donner à cette personne, n'est-ce pas, les pouvoirs lui permettant d'assumer cette responsabilité. Si on lui impose tout, après, à quoi ça sert de lui confier la responsabilité? Tant qu'à le faire nous-mêmes ensemble. Non. Monsieur Eloy Diarra nous dit ne pas avoir peur. Mon frère, on ne peut pas ne pas avoir peur. Je n'ai pas peur de ce qui se dit et tout ça. J'ai peur pour mon pays. Parce que jusqu'à présent, je pense, tous nos concitoyens n'ont pas compris. Ça dit combien on est proche d'une catastrophe totale. Si ces terroristes-là s'implantent dans notre pays, ça va prendre une éternité pour les faire partir. Nos services de sécurité ne sont pas formés, même la ligne qui va de Koro et qui passe jusqu'à Douaza, qu'on appelle la ligne de front que nous avons sécurisée, même là, les gens qui sont là-bas ne sont pas spécialisés dans les vérifications des gens qui traversent la ligne pour aller du nord au sud. On peut être infiltré de partout, même à l'intérieur des villes comme Bamako ou de Ségou, pour des actes terroristes. Je me souviens du jour où on a mis en arrêt tout Bamako, parce qu'à la dernière minute, nous avons reçu une information, je crois que c'était le 2 mai, le jour de l'anniversaire de la mort de Ben Laden. L'information tombe en disant que les terroristes vont poser un acte extraordinaire à Bamako ce jour-là. Entre l'Assemblée nationale, la présidente de la République, la cité ministérielle, le marché, la mosquée. Il fallait couvrir tout ça en moins de 2 heures de temps. Ce n'est pas facile. On est un pays, on n'est pas habitué à ça. Mais nous devons gérer quand même. Donc, voilà ce dont j'ai peur. J'ai peur que pendant que nous sommes en train de faire le mieux que nous pouvons pour sécuriser nos populations, pour sécuriser nos villes,
que pendant ce même temps-là, que nous n'oublions pas un détail et que ce détail-là ne nous soit fatal. Voilà son Dieu. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette peur. Le reste là, on n'a pas peur. Vous dites, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain. Ouais, concrètement sur le terrain, encore une fois, ça dit que c'est compliqué à dire. Mais je vais vous dire une chose. Au jour d'aujourd'hui, notre armée est en train d'être équipée. Une armée robuste, une armée moderne, une armée mobilisée. Moi-même, j'ai été en treillis dans les cas. Mobiliser les gens, leur faire comprendre leurs responsabilités régaliennes, leur faire comprendre le moment de l'histoire que nous vivons en ce moment ensemble. Je suis en train de trouver tous les jours les voies et moyens en raclant les fonds du tiroir de l'État pour les équiper. Pour que même si nous avons l'aide de la communauté internationale pour nous débarrasser de ces deux fléaux, des trafiquants de drogue et, n'est-ce pas, et des terroristes, nous aurons quand même la responsabilité de sécuriser les lieux lorsque les lieux vont être libérés. Donc il faut que ce soit des gens qui soient équipés et qui soient mentalement armés pour le faire. Ce travail est en train, mais ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas communiquer au quotidien. Attendez, soyez patients de voir les résultats, s'il vous plaît. Ne nous poussez pas à chaque fois à dire à l'ennemi, oui, nous sommes à 90% prêts. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais nous y travaillons et vous allez voir des résultats. Et nous allons reconquérir ce pays-là, à coup sûr. Comment sécuriser le reste du Mali? Ouais. J'ai répondu un tout petit peu en parlant de la ligne de démarcation au nord. Mais le reste du pays, toutes les entrées de toutes les frontières sont sécurisées et gardées à la fois par la gendarmerie, la douane et aussi l'armée de terre. Voilà ce que nous avons fait dans les équipes. Mais nos frontières dans les différents pays sont des frontières qui sont poreuses. Vous savez, nous avons hérité d'un grand pays. D'un côté, c'est très bien d'avoir 1 240 000 km². Mais lorsque vous êtes 14 millions avec peu de ressources, vous ne pouvez pas placer des gens tous les 100 mètres. Mais nous essayons, du point de vue tactique, de voir les endroits vraiment les plus vulnérables pour essayer de les sauvegarder, nous assurer à un minimum que nous contrôlons tout ce qui rentre et que nous regardons à l'intérieur des camions et des voitures de tout ce qui se passe. Mais ça, c'est selon les axes. Mais des gens qui viendraient en dehors de ces axes, nous essayons de sensibiliser les villages qui sont vers les frontières et qui, de temps en temps, appellent les forces armées lorsqu'ils voient des choses qui ne sont pas normales. Du côté nord, nous avons le front qui est sécurisé jusqu'à Poro, à la frontière du Burkina, passant par Douaza. Nous essayons de sécuriser tout ça. Mais le détail supplémentaire profond, on ne peut pas le partager avec les gens. Et même à l'intérieur des villes. Vous allez à Bamako aujourd'hui, vous demandez à vos gens. Personne n'a jamais vu de patrouille comme ça au Mali. Mais les gens ne sont pas dérangés. Mais vous ne pouvez pas aller dans un quartier sans rencontrer ou bien la police ou la gendarmerie ou les gens, la garde nationale par petits groupes qui sont en train de vérifier les voitures, qui sont en train de vérifier l'intérieur. Et les gens maintenant ont compris que c'est pour leur sécurité. Au départ, nous avons eu des excès, des gens qui s'habillaient même en treillis pour aller faire ça dans la ville et essayer de droguer les gens de leur sous. Tout ça a eu lieu. Mais maintenant, les choses sont en train de devenir normales et on essaie vraiment de sécuriser au maximum les gens qu'on peut. Maintenant, on m'a demandé par rapport à l'agression du président de la République. Cette agression est probablement la chose la plus honteuse qui nous soit arrivée. C'est la chose la plus honteuse qui nous soit arrivée. Et ce jour-là, comme je l'ai dit à la télé du Mali, les actes qui ont été posés dans un pays où il y a le droit, des actes qui ne doivent pas se poser dans un pays où le droit existe. Je vous ai dit que ce jour-là, ces actes avaient été posés chez nous. Et la façon dont ces actes ont été posés, j'avais honte de le dire.
Et jusqu'à présent, je n'ai dit à personne les détails, sauf peut-être au juge. Un jour horrible. Un jour horrible. Où les gens sortaient par milliers. Simplement parce que l'accord qui a été signé, et ils n'étaient pas d'accord. 5000 personnes qui se prennent pour le peuple. 5000 autres qui se prennent aussi pour le peuple. La moitié qui vient chez moi, l'autre moitié qui va à Koulouba. Pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la signature. Et des gens qui montent à Koulouba avec un cercueil et le nom du président écrit dessus. Une chose qui n'a aucune corrélation avec tout ce que nous savons dans notre culture et dans nos valeurs. Une personne âgée, d'abord, on ne touche pas. Une institution, encore moins. Il y a des gens qui ont commis cet acte. Et le lendemain, après que j'ai dit ce que j'avais à dire, mon cabinet en entier s'est réuni. Nous avons fermement condamné la chose et nous avons dit que nous allons mener des enquêtes et nous allons punir avec toute la sévérité de la loi les gens qui sont impliqués. Et dès le lendemain, nous avons commencé, et je crois que 2 jours après, les premières arrestations ont commencé. Au jour d'aujourd'hui, nous avons auditionné plus de 50 personnes, parmi lesquelles des personnalités que tout le monde connaît, les politiciens et d'autres. Et personne ne sera épargné. Parce que, vous vous souvenez, quand on m'a nommé Premier ministre, je l'ai dit et je le répète, que malgré les hostilités que les uns et les autres peuvent avoir à l'égard d'autres, que pendant que moi et mon équipe nous serons de garde dans le pays, tous les citoyens auront la protection totale de la loi et aucun citoyen ne sera au-dessus de la loi. Et ça, je vous le répète à vous aussi. Et on va traquer tout ce monde. En fait, j'ai donné 3 pistes d'investigation. Il y a ceux qui ont physiquement commis l'acte. Il y a ceux qui les ont incités à commettre l'acte. Au-delà de cela, un président de la République, il y a un dispositif sécuritaire. Pourquoi ce dispositif n'a pas fonctionné? Merci. Non, ne me remerciez pas, c'est mon travail. C'est mon travail. Parce que si vous me remerciez, vous allez faire de moi un partisan. Moi, je fais mon travail de façon sans passion. Mais je vais le faire jusqu'au bout. Il n'y aura pas de travail bâclé. Il n'y aura pas de travail bâclé. Le travail sera fait jusqu'au bout. Il y a eu des interrogatoires. Je crois qu'il y a certains, quand on les a convoqués une deuxième fois, ont quitté le pays. Mais ils vont revenir. Il y a des arrestations qui ont eu lieu. Et même la semaine dernière, je disais au président, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu des lettres de gens, dont de la part des partisans des gens qui ont été arrêtés, en me disant, si je ne les libère pas, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. Et là, mon frère, moi, je n'ai pas peur de ça. Ça ne m'inquiète même pas. Ne m'inquiète pas, parce qu'il y a des lignes. Un homme doit pouvoir s'arrêter à certaines lignes. Vous comprenez? Et cette responsabilité qui m'est confiée, j'ai confiance dans mon ministre de la Justice, j'ai confiance dans mon gouvernement. Cela n'évite pas, ne m'empêche pas de vérifier, et je vais vérifier et je vais le rappeler, et nous allons résoudre cette crise-là jusqu'au bout. Et je vais en informer le président au fur et à mesure qu'on avance. Et je n'écoute personne. Il n'y a personne qui va me dire, il y a telle personne qui a fait ça. Non, ce jour-là, Dieu faisait bien les choses. Nous avons des millions de photos. Nous avons des millions de photos. On sait qui était là-bas. Donc on va interroger les gens, on va procéder méthodiquement, on va arrêter ceux qui sont coupables et ils vont être punis avec vraiment toutes, sans circonstances atténuantes pour aucun. Parce que ça, c'est inadmissible. Leurs associations, leurs partis politiques. Et le président de la République, bon, ça je vous le dis simplement en passant, ce monsieur est un grand homme. Parce que lorsque ça s'est arrivé 2 jours après, lorsque je l'amenais à l'aéroport, il m'a dit... Non, président. Pardon, chef. Non, s'il vous plaît.
la Cassia. Le président m'a dit, que si ce qui est arrivé, voilà, avec moi. Mais Mingera, à Vorbe, à Messabe, à Nisigra. Non, dans vous, cigarette de Bobola. On a à la tour. On est le plan de défendre à bord de dents. le président de la République m'a dit que si lui, même sa vie, était le prix auquel ce pays devait avoir la paix, il l'aurait sacrifié. J'étais venu vous poser une question. Voilà, merci. Si seulement dans ce Mali, si seulement dans ce Mali, on a fait 2 ans comme lui. Je vous fais confiance jusqu'à la fin de ma vie.